augmenter le potentiel agricole de l'Office du Niger, un projet régional vient d'être lancé pour plus de 57 milliards et demi de francs CFA. Environ 11 000 tonnes, 11 200 hectares de périmètre irrigué devront être mis en valeur dans notre pays. Le président nigérien est à Paris pour présenter son plan de développement économique et social. Plus de 5 milliards d'euros seront nécessaires pour réaliser ce projet de développement du Niger. Mahamadou Issoufou a obtenu l'accord des bailleurs de fonds. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue dans ce journal. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel poursuit ses rencontres avec les autorités maliennes. Pierre Buyoya était cet après-midi chez le président de l'Assemblée nationale par intérim. Avec Younousi Touré, l'ex-chef d'État burundais a échangé sur la crise institutionnelle et sécuritaire au nord du Mali. Rencontre suivie par Bourama Traoré. À la crise malienne, une mobilisation forte des Maliens. Un message du haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Pierre Buyoya s'est longuement entretenu ce mardi avec le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré. Pour l'ex-chef de l'État burundais, il n'y a pas de temps à perdre, il faut agir vite et même très vite. J'ai discuté avec le président de l'Assemblée et ses collaborateurs du rôle que devrait jouer cette institution, en particulier pour renforcer la transition, pour préparer les élections, pour préparer la feuille de route qui a été demandée par la communauté internationale à travers le concept stratégique. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel aura une double mission au Mali. La première, le renforcement de la contribution de l'UIA aux efforts en cours en vue de résoudre la crise sécuritaire au nord malien. La deuxième, le parachèvement du processus de sortie de la crise institutionnelle. Deux missions dont la réussite dépend en partie de l'appui des autorités maliennes. Pour revenir à la normalité aux institutions démocratiques, les Maliens ont un rôle de premier plan. Pour la libération des territoires du Nord, c'est d'abord le rôle de l'armée malienne et ensuite l'assistance de la communauté internationale. Nous, les acteurs de la communauté internationale, on ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas une détermination des Maliens pour trouver une solution à la crise. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel quitte donc l'Assemblée nationale avec cette conviction, celle de voir le Mali recouvrer rapidement son intégrité territoriale et sa stabilité politique. Restons à l'Assemblée nationale où se sont rendus ce matin le vérificateur général et le médiateur de la République. Ils ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont remis donc deux rapports sur place. Le premier fait cas d'une perte de 10,10 milliards de francs CFA de manque à gagner et le second révèle 224 réclamations dans des domaines très différents et variés. Reportage de Modibo Mariko. Une institution, l'Assemblée nationale, qui reçoit des rapports de deux structures différentes, le bureau du vérificateur et celui du médiateur. Au-delà de l'exigence légale, l'exercice répond à coup sûr au principe de la promotion respectivement de la bonne gouvernance et de l'amélioration des rapports entre citoyens et services publics. Les questions cruciales qui requièrent l'appréciation déterminante de l'Assemblée nationale demeurent. Je vais citer par exemple l'impossibilité pour le bureau, à l'heure actuelle, de vérifier le reversement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, collectée par certaines grandes sociétés commerciales, le seul contrôle admis étant celui des services des impôts. Nous inscrivons notre action dans la dynamique d'une amélioration constante de la qualité du service public. Et nous espérons que la mise en œuvre des recommandations que génère l'analyse des dossiers de réclamation contribuera à l'atteinte de cet objectif.
Au moment où le vérificateur général relève des pertes financières de 10 millions de francs CFA sur 13 structures vérifiées, confirmant ainsi selon Amadou Ousmane Touré que la fraude et la mauvaise gestion continuent de compromettre dangereusement la bonne gestion de nos maigres ressources, le rapport du médiateur lui fait cas de 224 réclamations dans des domaines comme les affaires domaniales, le fonctionnement des services et la gestion des carrières des agents publics. Monsieur le vérificateur général, nous sommes dans une situation où le pays est en crise, la crise politique est là, la crise sécuritaire est là, mais elle est doublée d'une crise économique. Et votre rôle, c'est au moins d'empêcher cette crise économique de s'emballer. Ce rôle, l'Assemblée nationale l'apprécie. Monsieur le médiateur, votre rôle est connu. Il est apprécié d'abord par les usagers. Il est apprécié également par les services publics concernés. Parce que votre mission comporte également un volet éducation, conseil, qui permet aux services publics qui ont eu des lacunes ou qui se trouvent dans l'erreur, leur permet de s'améliorer. Le travail des deux structures ne se contente pas de relever que des dysfonctionnements. Les rapports ont ceci de particulier qu'ils constituent aussi des mines de propositions permettant à notre pays de trouver sa voie. Un trait caractéristique salué ici par les honorables de l'hémicycle. Je vous l'annonçais dans les titres, le projet régional pour la mise en valeur des terres de l'Office du Niger a été lancé ce matin ici à Bamako par le ministre de l'Agriculture, Dr Yaronga Koulibaly. Plus de 11 200 hectares dans les casiers hydrauliques de Tandioura et de Touraba seront mis en valeur pour plus de 57,5 milliards de francs CFA d'investissement. Reportage de Abdraman Maïga. Avec plus d'1 millier d'hectares de terres aménageables, l'Office du Niger est, de par ses potentialités agricoles, une plateforme incontournable pour le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Parmi ces immenses potentialités, seulement 90 000 hectares sont de nos jours exploités ou en cours d'exploitation. C'est pour permettre une mise en valeur réelle de ce périmètre que le présent projet vient d'être initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À travers ce programme de plus de 47 milliards de francs CFA, l'Union monétaire ouest-africaine entend renforcer l'intégration économique régionale avec en toile de fond la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers l'ouverture de la zone de l'Office du Niger aux ressortissants des États membres. Le potentiel de production annuel de l'aménagement de Touraba est estimé notamment à 10 000 tonnes de riz, 2 500 tonnes de maïs, 200 tonnes de blé, 100 tonnes d'arachide, 6 000 tonnes de pommes de terre, 1 000 tonnes de gombo, 1 700 tonnes d'oignons et 150 tonnes de produits piscicoles. Cette production pourrait générer une valeur ajoutée réelle estimée à plus de 2,5 milliards de francs CFA par an. Ce projet qui aménagera plus de 11 200 hectares dans les casiers hydrauliques de Tandioura et de Touraba sera exécuté à travers 3 composantes. Ces différents segments concernent le développement des infrastructures, la mise en valeur agricole des terres aménagées ainsi que l'organisation et la gestion du projet. Outre ces différents volets, le présent projet prendra en compte la réalisation des infrastructures de base au profit des populations de la sous-région ouest-africaine. Notre sous-région est constamment soumise au déficit alimentaire à cause de la dépendance de nos productions aux conditions climatiques. Nous avons le devoir d'inverser la tendance si nous voulons gagner les défis de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Ces défis ne seront relevés qu'en investissant dans les systèmes de production moins tributaires des conditions climatiques. Pour mieux coordonner les actions et dans le souci d'atteindre les objectifs, les participants auront à se familiariser avec un certain nombre de thèmes élaborés. Il s'agit des thématiques comme la gestion de l'eau, du foncier, la mise en valeur des terres et enfin la promotion des investissements et l'accès au marché.
Notez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tieman Hubert Coulibaly, a quitté Bamako ce mardi 13 novembre pour Djibouti. Il prendra part aux travaux de la 39e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cette session examinera, entre autres points, la situation du Mali et les voies et moyens de l'aider à venir à bout des multiples défis auxquels il est confronté. La communauté internationale célèbre demain, 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Sauvant notre futur est le thème retenu de cette année. La Fédération nationale des diabétiques du Mali et le ministère de la Santé vont organiser une série d'activités à travers tout le pays. À la veille de cette journée, nous vous proposons un extrait du message du ministre de la Santé, Soumana Makadji. Ces propos sont recueillis par Rachel Tessougué. Chers compatriotes, le diabète est une maladie chronique qui affecte aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde. Il est la cause de 3,8 millions de morts chaque année, soit 10 400 morts par jour et 7 morts par seconde. Selon la Fédération internationale du diabète, en 2030, le diabète touchera plus de 500 millions de personnes. Ainsi, le diabète deviendra l'une des principales causes d'invalidité et de décès. Le Mali n'échappe pas à ce fléau dans notre pays. La prévalence est de plus de 3% de la population, soit plusieurs centaines de milliers de personnes atteintes de diabète. Le diabète représente déjà au Mali la première cause d'amputation non traumatique et une des premières causes de cécité. Ces données montrent à suffisance l'ampleur du problème et justifient pour le Mali l'adoption d'une politique nationale de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, dont le diabète. Déjà, des avancées importantes ont été réalisées en matière de lutte contre le diabète, à savoir la création d'une unité de prise en charge du diabète à l'hôpital du Mali, l'ouverture de filières de spécialisation en diabétologie et en endocrinologie à l'hôpital du Mali, la mise en place d'une fédération nationale des diabètes, la prise en charge du diabète dans les hôpitaux régionaux et dans les centres de santé de référence. Alors, mobilisons-nous tous pour prévenir le diabète dans notre pays. Lutter pour un Mali sans diabète, c'est sauver notre futur. Voilà, nous célébrons donc demain 14 novembre la journée mondiale du diabète. Après 5 ans de service au Mali, Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane, représentante résidente de l'OMS, est en fin de mission. Elle a offert hier un cocktail d'adieu à de nombreuses personnalités, une occasion pour elle de remercier le gouvernement malien, les organisations internationales et les bailleurs de fonds. Le corps diplomatique accrédité au Mali lui a donné un tiwara d'or comme cadeau. Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane a également reçu un diplôme de reconnaissance de la part des associations féminines du Mali. C'est le cœur serré qu'elle quitte le Mali, qu'elle considère comme un pays d'accueil exemplaire, convivial et généreux. Elle prendra fonction au Congo-Brazzaville dans les jours à venir. Le ministre des Mines s'est rendu ce matin sur le site de la mine de fer de Tianfala, exploitée par la société indienne Sahara Mining SA en 2e région. L'objectif était d'échanger avec les responsables de la société sur notamment les difficultés qu'ils rencontrent. Envoyés spéciaux à Tianfala, Amadou Samasekou et Agibou Koulibaly. Le sous-sol de la commune rurale de Tianfala regorge d'importants gisements de fer dont la teneur est estimée entre 60 à 70%. Le minerai est exploité par Sahara Mining, une société industrielle de fer indienne. La méthode manuelle et la méthode semi-mécanisée. La collecte manuelle se poursuit sur une site pour le moment. Quand on enlève la surcharge sur le minerai, on exploite les minéraux et on les transporte ici où sera commencé le traitement semi-mécanisé.
Le ministre des Mines s'est rendu sur ce site ce lundi pour faire le constat de l'évolution des activités. Le coût du minerai de fer aujourd'hui est très bas, contrairement à l'or. Donc, ce qui fait qu'ils ont des difficultés. Donc, c'est pourquoi on est venu examiner avec eux, non seulement par rapport à ce coût qui est bas, comment on peut s'entraider, mais aussi ils ont signé des engagements avec l'État du Mali. Et quand nous sommes venus, nous avons observé qu'il y a des insuffisances et des manquements par rapport à ces engagements. La mine de fer, qui devrait être une aubaine pour les collectivités bénéficiaires en termes de création d'emplois, d'impôts pour l'économie nationale, semble malheureusement avoir l'air d'un pillage de nos ressources naturelles. Ces difficultés sont en général la détérioration de l'environnement. On a trouvé que les routes empruntées par les camions, les Sahara Mining, ces routes ont été dégradées. Et Sahara Mining n'a rien fait pour les réparer. Aussi, il y a l'insécurité, la sécurité au niveau des exploitants, les manœuvres qui vont sur les sites. Après la visite de la mine de fer de Tienfala, le ministre Si et sa suite ont eu 2 séances de travail, une avec les collectivités bénéficiaires et l'autre avec les responsables de Sahara Mining SA. Au menu des échanges, les voies et moyens pour trouver un terrain d'entente par rapport à la gestion des problèmes rencontrés entre les différentes parties. Et cela au profit des 5 communes bénéficiaires du gouvernement et de Sahara Mining SA. Ces prix indicatifs apportés à votre attention sur la base des prix fournisseurs du mois de novembre 2012. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, supercarburant sans plan est à 730 francs CFA le litre, pétrole lampant à 545 francs CFA, gasoil à 645 francs CFA, le DDO est à 645 francs CFA, le fuel oil est à 455 francs CFA. Quant au jet A1, il est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme du gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1211 francs CFA. Le Mali a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la normalisation. Les activités ont été organisées au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La cérémonie de lancement de la journée avec Tiemoko Sagara. Ces journées mondiales célébrées cette année en même temps que les journées maliennes de qualité visent la sensibilisation et l'information des entreprises sur la qualité et les normes. Si au niveau mondial, le thème choisi est la gestion de crise en entreprise, au Mali, le thème porte sur avec moins de déchets et de meilleurs résultats, les normes augmentent l'efficacité. Ces thèmes d'actualité sont révélateurs. De déchets, je précise. Ce n'est pas en termes de déchets solides ou déchets liquides. Il s'agit de faire en sorte que nos entreprises, nos organismes réalisent quelque chose en diminuant, en réduisant les pertes inutiles. La gestion de crise en entreprise, c'est une démarche. Au cours de ces journées qui durent 3 jours, les industriels, les opérateurs économiques et les structures de l'administration échangeront sur leur expérience et entendront une dizaine de communications liées à la gestion de crise aux médias et aux réseaux sociaux. Cette année, nous avons l'opportunité de développer avec les entreprises, pas seulement les entreprises, mais l'administration et la société civile, des thèmes relatifs à la gestion de crise. Et quand on dit gestion de crise, nous allons principalement nous concentrer sur la gestion de crise en entreprise, mais puisqu'il y a d'autres structures qui ont développé de la gestion de crise, notamment au niveau du ministère de l'Action humanitaire, donc nous allons voir l'expertise de ceci. Nous allons voir d'autres experts au niveau de la gestion de la crise financière, nous allons voir d'autres experts au niveau des sociétés différentes. Cette journée de lancement a été mise à profit pour présenter l'AMANORM, une structure gouvernementale de normalisation recommandée par l'UEMOA. Fort conscient de cette réalité,
Le gouvernement s'est engagé depuis 1992 dans la construction d'un système national de normalisation et de promotion de la qualité. Les efforts entrepris à ce jour dans le cadre de cette construction ont permis la création de plusieurs comités techniques de normalisation. Comité technique céréales et dérivés, fruits et légumes et oléagineux, chimie et environnement, textile, pose de cuir, génie civil et matériaux de construction, électrotechnique et denrées alimentaires d'origine animale. Les présentes journées dont les activités viennent d'être lancées devraient se tenir le 14 octobre au Mali, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation internationale de normalisation ISO. Elles prendront fin le 15 novembre 2012. Forum du secteur privé édition 2012. Les travaux ont démarré ce matin. L'objectif est d'informer le public sur les avantages du recours à l'arbitrage pour la résolution des conflits. La rencontre regroupe les acteurs du secteur privé, de la société civile et de la famille judiciaire. Alpha Meiga. Les travaux de l'édition 2012 du Forum du secteur privé sont focalisés autour d'un thème bien défini. L'utilisation des techniques d'arbitrage et de conciliation comme alternative aux procédures judiciaires classiques dans le règlement des différentes affaires. Quels avantages et opportunités pour les opérateurs économiques? L'arbitrage commercial est un mode de règlement des litiges d'affaires de plus en plus utilisé dans le monde. Cet engouement s'explique par les avantages qu'il offre en termes de souplesse, de célérité et de confidentialité. C'est dire que le but principal du forum est d'informer le public sur les avantages du recours à l'arbitrage pour la résolution des conflits. Le présent forum est une étape du processus de renforcement des capacités humaines et institutionnelles qui sera mise en œuvre par le SECAM avec l'appui du CERCAP et en rapport avec les acteurs du secteur privé de la société civile en vue d'une plus grande synergie dans la recherche de l'équité et de la justice qui constitue le gage d'un environnement sain et compétitif. Prennent part aux travaux les acteurs du secteur privé, de la société civile et de la famille judiciaire, ce qui dénote que la justice étatique ne constitue pas seul le mode de régulation des relations juridiques. Parmi les modes alternatifs, l'arbitrage. La 4e vague de jeunes maliens bénéficiaires de bourses algériennes quitte Bamako ce soir pour Alger. Les 15 étudiants âgés de 19 à 23 ans ont reçu leur billet d'avion ce matin au ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle lors d'une cérémonie. Ils étudieront entre autres l'agroalimentaire ou encore la maintenance des systèmes informatiques. Agali Agissa. La coopération entre Bamako et Alger couvre tous les domaines de développement. Et c'est dans ce cadre que l'Algérie offre des bourses de formation professionnelle à certains meilleurs étudiants de la place depuis 2009. Cette tradition a été respectée pour l'année scolaire 2012-2013 malgré une conjoncture difficile. Ils sont 15 étudiants détenteurs du brevet de technicien ou baccalauréat âgés de 19 à 23 ans à bénéficier de cette bourse. Les bénéficiaires qui ont passé à leur examen avec des moyennes variant de 11,07 à 16,31 ont reçu les derniers conseils du chef de département chargé de la formation professionnelle avant de s'envoler pour l'Algérie. Vous partez en pays étranger. Nous souhaitons que vous soyez assidus, que vous étudiez très bien et que vous revenez au bercail, car le Mali a besoin de vous. Le gouvernement du Mali a pris en charge les frais de déplacement, les billets pour rejoindre l'Algérie, les billets pour le retour, les compléments de bourse et les trousseaux. Le séjour en Algérie devra permettre à ces boursiers de faire carrière dans divers domaines comme l'agroalimentaire, la maintenance des systèmes informatiques. Je compte aller faire en informatique, option web et multimédia. Je suis très heureuse d'avoir cette bourse parce que c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir poursuivre mes études dans de meilleures conditions. Je sais que je suis allé pour étudier, pour ce que je fais, Inch'Allah, et pour venir servir mon pays. Le porte-parole des parents des boursiers leur a conseillé le courage, la discipline et l'assiduité pour franchir les obstacles
qui se dresse sur le chemin de la réussite. Bon voyage à nos étudiants et surtout bonne chance. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a participé à une conférence régionale sur le thème « Promouvoir l'emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest ». C'était le samedi 10 novembre 2012 à Dakar. La conférence était conjointement organisée par le Centre de développement de l'OCDE et la Banque africaine de développement. Au cours de cette conférence régionale, notre ministre a animé aux côtés de ses homologues du Burkina Faso et du Niger un panel ministériel sur la thématique éducation, formation et compétences pour le développement en Afrique de l'Ouest. Hors de chez nous, le président nigérien Mahamadou Issoufou est à Paris pour prendre part à la table ronde des bailleurs de fonds du Niger. Sur place, il a présenté son plan de développement économique et social. Le chef de l'État nigérien a besoin de 5 milliards d'euros pour le réaliser. Son PDS permettra d'impulser une dynamique de développement dans le pays et améliorer la vie des populations nigériennes. Les bailleurs de fonds se sont engagés à l'accompagner. Rendez-vous important mardi à Paris pour le président nigérien venu convaincre les bailleurs de fonds de financer son ambitieux plan de développement 2012-2015. Le Niger a besoin de près de 5 milliards d'euros pour moderniser ses routes, son chemin de fer et surtout son agriculture afin de nourrir une population en forte croissance. La construction du barrage de Kandadji sur le fleuve Niger est un projet majeur pour l'indépendance énergétique et alimentaire du pays. Il doit permettre la création de 100 000 hectares de périmètres irrigués. Bien que considéré comme pays aride, le Niger a néanmoins suffisamment de ressources en eau, souterraines et de surface, suffisamment de terres irrigables pour nourrir les Nigériens. Le projet Kandadji, véritable pôle de développement économique, fait partie des projets qui vont restructurer notre économie. Les bailleurs de fonds ont répondu massivement présents, une façon de saluer le sérieux et la bonne gouvernance du pays et d'aider le Niger au moment où il redoute le choc de la crise malienne après avoir subi celui de la crise libyenne. Pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement. C'est pourquoi nous ne pouvons laisser s'installer le danger terroriste aux portes du Niger. Mais c'est aussi pourquoi nous sommes pleinement engagés à vos côtés sur de nombreux aspects liés à votre développement et nous sommes attachés à ce que votre pays poursuive sur la voie de la démocratie et de la paix. Pour convaincre les bailleurs de fonds, le Niger a présenté des arguments de poids. Le président Issoufou a mis en avant le potentiel de ses ressources minières, uranium bien sûr, mais aussi pétrole, charbon, fer et gaz. Retour à l'actualité nationale avec la rencontre du mouvement des femmes CODEM à Ségou. C'était pour informer et sensibiliser les femmes pour qu'elles jouent pleinement leur rôle dans la résolution de la crise du Nord. À ce propos, la présidente du mouvement des femmes CODEM, Gologo Aminata Diarra, a adressé un message à ses consoeurs, dont voici un extrait. Mali ne peut se résigner à la présence sur son territoire de forces opposées à son armée. L'heure est à l'union sacrée. Le peuple malien récupérera l'intégrité de son territoire et instaurera un État démocratique et laïque, avec le concours bienveillant de tous ses enfants et l'appui tant souhaité de la communauté internationale. La patrie a souffert et elle a besoin de la forte mobilisation de toutes pour la sauver, lui rendre sa dignité et son aura d'enfant. Mobilisons-nous pour sauver notre pays. Mobilisons-nous pour sauvegarder notre honneur et notre dignité en tant. Mobilisons-nous pour nos familles et mobilisons-nous pour nous-mêmes. Les propos de la présidente du mouvement des femmes CODEM étaient recueillis par Nando Dambélé.
Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était en visite dans la commune d'Aourou, c'est en première région. Dila Doumaye a participé dimanche dernier à la remise d'un important lot de matériel et d'équipements aux réfugiés mauritaniens, dont fait par l'ONG Stop Sahel. Le détail du don, c'est avec Mahamadi Alioubari. Stop Sahel, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, vient de remettre un important lot de matériel aux réfugiés mauritaniens résidant dans la commune d'Aourou. Ce don composé de charrettes, de moustiquaires imprégnés et d'ânes doit permettre aux bénéficiaires d'avoir des moyens de subsistance et d'atteindre l'autosuffisance socio-économique. L'ONG Stop Sahel n'entend pas s'arrêter là. En effet, plusieurs activités sont au programme qui concerneront 7 communes dans le cercle de Caille et 2 à Yélémané et doivent toucher environ 11 299 bénéficiaires. Les activités du projet sont variées et touchent plusieurs domaines du développement économique et social tels que l'hydraulique, la santé, l'éducation, la promotion des activités génératrices de revenus, l'agriculture, l'élevage et le renforcement des capacités des bénéficiaires. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, Dila Doumaye, a rappelé que le Mali a été toujours une terre d'asile et de sécurité pour beaucoup de personnes à la recherche de protection. Parmi ces populations réfugiées, les Mauritanie constituent la plus grande majorité avec 12 345 ressortissants installés dans la région de Caille depuis plus de 23 ans. Je saisis donc cette opportunité pour adresser mes remerciements chaleureux aux populations locales pour leur hospitalité et solidarité envers les populations réfugiées avec lesquelles elles vivent en parfaite harmonie depuis plusieurs décennies. Rappelons que cette remise de matériel et d'équipements s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'autosuffisance et à l'amélioration des moyens de subsistance. Parlons musique avec la cantatrice Astankida qui se fait découvrir à Paris en France. Astankida présente à Comedy Club son répertoire mondingue à travers 2 albums avec des titres phares comme Les Enfants ou encore L'Excision. Suivons ensemble les séjours parisiens de Astankida. Astankida est heureuse. Elle voulait chanter à Paris, son vœu a été exaucé. Ses musiciens l'attendent au Comedy Club. Originaire de Ségou au Mali, cet artiste s'apprête à présenter son répertoire mandingue, mêlé de blues, de jazz et d'afrobeat. Astankida n'est pas une novice, elle est griotte et la musique a toujours fait partie de son univers. Depuis à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à chanter. Je suis une griotte aussi. Ma maman, c'est une grande cantatrice malienne. Vers 13 ans, 14 ans, j'ai fait un concours chez nous qui était organisé par notre ministère de la Culture, dont j'ai été lauréate. Donc, dès lors, c'est commencé. Ça va? Peu connue hors du Mali, Astankida est un véritable personnage public chez elle, y compris sur le petit écran où elle anime des émissions musicales. Elle a sorti 2 albums et s'affirme comme une artiste engagée, comme dans cette chanson pour le droit des enfants. Moi je suis là, stopper le travail des enfants. J'ai chanté les droits des enfants, la prise en charge de leur santé, l'éducation, parce que chez moi l'éducation est pour tous. J'ai chanté aussi l'excision. J'ai chanté là-bas parce que chez nous en Afrique c'est un sujet tabou. Astankida fait partie des belles découvertes musicales de cette fin d'année. Avec sa voix puissante et chaleureuse, elle a déjà séduit le public parisien, y compris le propriétaire des lieux, Jamel Debbouze, venu soutenir la diva malienne.
Nous revenons à Bamako et c'est tristement que nous allons refermer ce journal avec la disparition de Mbouye Sibi, né en 1947 à Nioro du Sahel. Mbouye Sibi a marqué l'histoire politique de notre pays en étant entre autres secrétaire général de l'UDPM, secrétaire administratif du BEC de l'UDPM et vice-président du MPR. Il était aussi officier de l'Ordre national du Mali. Le président de la République par intérim, Djankouna Traoré, et plusieurs autres personnalités l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Nyarela. Mahamadou Doumbia. Né en 1947 à Nioro du Sahel, officier de l'Ordre national du Mali, Mbouye Sibi n'est plus. Secrétaire général de la section UDPM du Nioro du Sahel et deuxième secrétaire à l'organisation du BEC, du bureau exécutif central de l'UDPM, de 1979 à 1982, ensuite de 1982 à 1988, premier secrétaire à l'organisation du BEC et président de la Commission nationale d'organisation, et enfin de 1988 à 1991, secrétaire administratif du BEC de l'UDPM, chargé de la décentralisation. L'homme aura marqué l'histoire de notre pays tant sur le plan sociopolitique, religieux que sportif à la fois, avec une humeur et un savoir-faire inégalé. Militant actif et vice-président du mouvement patriotique du Renouveau depuis 2002, ses fidèles compagnons de tous les jours gardent de lui un souvenir d'une grandeur intarissable. J'ai pu, sans me tromper, dire qu'il est rare de trouver un homme comme Mbouye. Ce que je retiens de lui, donc, c'est un homme de vérité, un croyant, un homme de foi, et en tant qu'homme politique, un militant engagé. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Ce que je retiens singulièrement de lui, c'est que c'est un homme droit. Il aimait à dire « je n'aurai jamais peur d'un mortel pour regarder en face le Créateur ». Et c'est sur ça qu'il a bâti sa vie. Et c'est un homme d'une très grande sociabilité qui était toujours là pour aider les autres, mais comme je dis toujours, dans la vérité, dans la droiture. Et je crois que la vie de Mbouye doit servir d'exemple pour la génération que nous voulons aujourd'hui construire. Pour les ressortissants de Nioro du Sahel et l'ensemble de sa confrérie et sa famille, c'est une grande perte. Je retiens de mon aîné Mbouye Amadou Nouhoum Sibi l'humilité qu'il a toujours caractérisée. Mbouye a été un homme de mesure, ce qui fait qu'il a, à l'unanimité, toujours été celui en qui tout le monde avait confiance. Nioro du Sahel a perdu un fils de valeur et nous, hamalistes, avons perdu un grand disciple et un vrai tilmisou de Cheikh Maboula. Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants pleurent celui dont les souvenirs resteront longtemps gravés dans les mémoires. Dors en paix, Sibi. Que la terre lui soit légère. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, dans la matinée, retrouvez Sira Batili. Je vous donne rendez-vous le soir. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation et merci de ne pas les oublier. Bonsoir.